Je lance. Enfermer un homme dans un caisson pour lui faire subir de hautes températures, c'est une idée qui peut paraître curieuse. L'expérience était pourtant indispensable pour l'homme que les États-Unis veulent envoyer dans l'espace. Ainsi a-t-on constaté avec satisfaction que l'homme de l'espace sera parfaitement à l'aise dans son scaphandre à la température de l'eau bouillante. Mieux, 260 degrés centigrades, la température de retour dans notre atmosphère, n'entameront pas gravement son optimisme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence sur l'homme dans l'espace avec Curiosity. Curiosity. Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence. Avec Ciel d'Anjou. Bonjour à vous. Et Terre des Sciences, évidemment. Toujours tous les trois au rendez-vous des mercredis des sciences. Et ce soir, en fait, pas cette semaine, oui, cette semaine aussi, mais ce soir plus particulièrement, il est enseignant-chercheur à l'Université d'Angers en biologie vasculaire. Il est praticien au CHU d'Angers également. Il est le spécialiste de l'impact de la microgravité sur le corps humain. Je vous demande d'applaudir Marc-Antoine Custeau. Marc-Antoine, venez. Donc Marc-Antoine sera le corps de l'astronaute ce soir, avec un enseignant-chercheur qui nous vient directement de la Lorraine, et oui, la Lorraine, de Metz précisément, qui est neuroscientifique au labo lorrain de psychologie et neurosciences de la dynamique des comportements. C'est bon pour tout le monde ? Il est le spécialiste, pour le coup, de l'impact de la microgravité sur l'esprit humain. Je vous demande d'applaudir Benoît Bellon. Benoît. Donc ce soir, pour vous, public et chers internautes, ils sont corps et esprit de l'astronaute. À eux deux, ils représentent l'homme dans l'espace. Je vous laisse entre deux bonnes mains. C'est à vous. Je me mets debout pour présenter avec le micro. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci d'être là pour cette conférence. C'est toujours un plaisir de présenter notre thématique de recherche qui nous tient à cœur. Merci à Terre des Sciences et merci à l'ESEO de nous accueillir. Donc, on va parler de l'humain dans l'espace et plus particulièrement des effets cardiovasculaires. Et globalement, on va s'intéresser à l'environnement, comment les facteurs environnementaux vont agir sur la physiologie humaine et comment on peut s'adapter à l'environnement spatial. Donc en introduction, c'est très intéressant parce que on regardait comment on va permettre à l'astronaute de s'adapter aux températures élevées. Alors effectivement, au départ de la conquête spatiale, l'idée c'est de savoir comment l'astronaute peut s'adapter aux variations de pression, aux variations d'oxygène, aux variations de température, aux variations de CO2 dans l'environnement. Mais en fait, ce qui va le plus poser problème pour la physiologie, ce sera le manque de gravité. Donc le corps humain est adapté à la gravité sur Terre, et c'est cette absence de gravité dans l'environnement spatial qui va poser des problèmes au niveau de l'adaptation. C'est ce qu'on va voir dans cette courte présentation. Donc nous avons été façonnés par la gravité
depuis que la vie est sortie de l'eau, depuis des millions d'années, eh ben, les cellules, les petits organismes cellulaires, l'être humain aujourd'hui s'est formé sous l'influence de la gravité. S'il n'y avait pas de gravité, pas besoin d'un système cardiovasculaire qui réagisse à la fois à la position couchée et à la position debout. Pas besoin d'avoir des os aussi solides, pas besoin d'avoir des muscles aussi forts pour pouvoir mobiliser des objets ou pour pouvoir se déplacer. Donc notre patrimoine génétique aujourd'hui tel qu'il est, il a été façonné, il a évolué grâce à la gravité. Et en fait, la gravité, c'est le principal facteur de l'environnement qui va agir sur l'être humain. La gravité, elle est partout. Dans toutes nos fonctions, la gravité est présente et la gravité va interagir sur le corps humain. Pour ce qui est de la stimulation vestibulaire, comment on s'équilibre dans l'espace, comment on sait si on est debout, la position de la tête, elle se fait par une interaction entre la gravité et le système vestibulaire. La proprioception sont des petits capteurs qui se trouvent au niveau des muscles, au niveau des tendons, au niveau des articulations, qui permettent de renseigner le corps humain sur la position des membres dans l'espace. Si on ferme les yeux, on sait où est notre main, où est notre bras. Ben c'est grâce à ces petits capteurs qui vont interagir avec la gravité. La gravité, ça va aussi agir sur la conformation thoraco-abdominale et le placement des organes les uns par rapport aux autres. Bien sûr, ça va agir sur notre activité musculaire. Toute l'activité musculaire que l'on fait au quotidien, c'est pour lutter contre la gravité. Et donc vous comprenez qu'en microgravité, comme il n'y a plus cette force contre laquelle on doit en permanence lutter, eh bien les astronautes, ce sont de très grands inactifs. La gravité fait qu'il y a toujours des stimulations d'appui. Donc quand on est debout, c'est la stimulation de la plante des pieds. Quand on est allongé, c'est la stimulation du dos. Les astronautes n'ont plus cette stimulation d'appui et ça va perturber leur système neurosensoriel. Notre physiologie, elle est faite pour qu'il y ait toujours une force d'appui. Ça va avoir des implications sur la tonicité musculaire, sur la physiologie en général. Il y a des contraintes osseuses. Donc dans l'os, il y a en permanence donc, des forces quand on marche, quand on saute, quand on se déplace. Il y a des contraintes mécaniques qui sont au niveau des os. Et cette force, ça va être un signal pour notre squelette de façon à ce qu'il capte le calcium et soit bien ossifié. Donc si on diminue ces contraintes osseuses, eh bien, le système musculaire va petit à petit se décalcifier. Il y a des transferts liquidiens. Quand on est en position debout, il y a 500 ou 800 ml de sang qui se trouvent séquestrés au niveau des membres inférieurs. Autant de sang qui ne va pas participer à la régulation de la pression artérielle et à l'activité cardiaque. Et il y a même la thermorégulation. Pour qu'on puisse thermoréguler, en fait, notre métabolisme produit de la chaleur. Et donc il faut qu'on arrive à évacuer cette chaleur. Donc l'air chaud a tendance à monter, et donc il y a des mouvements convectifs autour de l'organisme qui fait qu'on va pouvoir évacuer cet air chaud. S'il n'y a pas de gravité, cette thermorégulation se fait moins bien. Dans les stations spatiales, il n'y a pas de gravité, mais il faut qu'on arrive toujours à assurer cette thermorégulation. Donc on va compenser par un flux d'air. Donc il y a en permanence des ventilateurs qui vont faire un flux d'air de façon à permettre cette thermorégulation. Sinon, l'astronaute il va se retrouver en hyperthermie. Le chaud va rester autour de son corps. C'est vrai aussi pour le CO2. Quand on respire en plus du CO2, du fait de la gravité, le CO2 descend. Donc du coup, le CO2 ne va pas rester autour de la tête. Pour les astronautes, s'il n'y a plus ce ventilateur et ce courant d'air, le CO2 va rester autour de leur tête et ils vont souffrir d'hypercapnie. Tout ça pour vous dire que la gravité, c'est fondamental et toute notre physiologie fonctionne en partenariat étroit avec la gravité. Et donc dans l'espace, il n'y a plus de gravité, où elle est réduite à des niveaux très très faibles, on parle de microgravité. Donc il n'y a plus cette différence couché-debout, il n'y a plus d'activité physique, on n'a plus besoin de lutter contre la gravité, et il y a une modification des influences sensorielles. Très vite, l'organisme va donc s'adapter à cette nouvelle situation, et finalement c'est assez facile, parce que l'organisme il n'a rien à faire, il a moins d'efforts à faire. Moins d'efforts pour le système cardiovasculaire, pour s'adapter à la position couchée et à la position debout, moins d'efforts pour les muscles, pour déplacer des objets, pour se déplacer. Et donc c'est relativement facile pour l'organisme finalement de s'adapter à ce nouvel environnement. Par contre, le prêt à payer, c'est que l'organisme va être désadapté à la gravité. Et donc les problèmes, les manifestations pathologiques qui peuvent survenir, c'est lors du retour sur Terre. L'astronaute va être désadapté à la gravité.
Donc moi, c'est quelque chose qui me surprend. Comment cette force qui a vraiment façonné notre patrimoine génétique, comment le fait de la supprimer pendant quelques jours ou quelques semaines, rapidement, va induire donc des troubles au niveau des secteurs liquidiens, au niveau de la réactivité cardiovasculaire, au niveau de la force musculaire, au niveau du squelette, au niveau du métabolisme énergétique, etc. Donc le fait de supprimer cette force, tout de suite, notre corps humain va se désadapter de la gravité et devenir déconditionné. Donc on a vraiment besoin de cette dose quotidienne de gravité pour maintenir la santé. Moi je dis souvent que la gravité c'est la santé. Donc si on voit un peu plus spécifiquement ce qui se passe au niveau cardiovasculaire et les différentes manifestations de la microgravité sur le système cardiovasculaire, donc le premier symptôme qui est le plus parlant, c'est l'intolérance à l'orthostatine. C'est le risque de syncope. Les astronautes, quand ils retournent sur Terre, ils sont désadaptés à la gravité. Leur corps humain, leur corps ne sait plus très bien fonctionner en position debout, et donc ils font des syncopes. Bon, je n'ai pas mis la vidéo pour que ce soit plus simple, mais là c'était la conférence de presse d'une astronaute américaine en 2006. Elle revenait juste d'un vol de 14 jours dans la navette. Et en fait, au retour sur Terre, pendant la conférence de presse, elle a fait une syncope, elle est tombée. Après, on l'a relevée, tout allait bien, mais vous aviez une manifestation de ce déconditionnement cardiovasculaire. Si on regarde sur des signaux physiologiques, voilà, un peu plus précis, donc vous avez ici les adaptations cardiovasculaires d'un astronaute en post-vol, juste après le retour sur Terre, pour la pression artérielle systolique, diastolique et la fréquence cardiaque. Et là, d'un astronaute qui a fait une syncope. On dit que c'est un non-finisher, donc il n'a pas réussi à finir le test d'orthostatisme. Et vous voyez, sa pression artérielle, elle va diminuer très rapidement et très, très brutalement, ainsi que la fréquence cardiaque. Et à ce moment-là, l'astronaute, il est tombé dans les pommes. Il tombe dans les pommes. Le fait d'être allongé, voilà, il est plus
retraite, une efficacité de prise en retraite assez élevée. Membre inférieur pour les artères. Donc vous avez ici une image échographique d'une artère fémorale. Vous avez ici l'artère fémorale en coupe longitudinale qui va après se diviser en artère fémorale superficielle et artère fémorale profonde. Donc on va s'intéresser à une activité physique qui existe. Donc il y a des sujets sédentaires, il y a des personnes qui ont un plâtre, donc un plâtre au niveau des membres inférieurs, ça va mettre votre membre inférieur au repos. Il y a des personnes à qui on demande de ne pas utiliser leur membre inférieur pendant 4 semaines, par exemple avec des béquilles. Il y a des personnes qui sont alitées pendant 25 jours, pendant 52 jours. Et puis là, ce sont des patients qui ont eu des traumatismes médulaires avec une paraplégie, et donc de façon chronique, malheureusement, ils ne peuvent plus utiliser leurs membres inférieurs. Et puis là, vous avez des athlètes qu'on va entraîner pendant 3 mois et des athlètes qu'on va entraîner sur de longues périodes de temps. Et donc là, vous voyez qu'il existe une relation linéaire entre le diamètre de l'artère fémorale et le niveau d'activité physique. Donc on va favoriser l'exercice physique. Le diamètre de l'artère fémorale va augmenter. Il y a un remodelage avec une dilatation de l'artère fémorale. Et plus une activité physique sera importante, plus l'artère va se remodeler avec un remodelage eutrophique, elle va diminuer de diamètre. Donc il va y avoir une adaptation du diamètre de l'artère à l'activité physique, donc à l'action de la gravité sur le corps humain. Donc il y a un direct entre l'activité physique et ce remodelage vasculaire. Et donc les astronautes qui sont en inactivité physique ont un remodelage eutrophique au niveau des vaisseaux artériels. Si on regarde un peu plus spécifiquement donc, la paroi vasculaire, l'intérieur de la paroi vasculaire, donc il y a une petite couche qu'on appelle la couche intima media, c'est l'intérieur du vaisseau. Quand il y a des phénomènes d'athérosclérose, c'est cette paroi-là qui s'épaissit, parce qu'elle va se charger en cholestérol, en calcium, en fibrine, etc. Dans nos modèles d'inactivité, là c'était une expérience de confinement, en fait, c'est des sujets qui étaient confinés pendant 120 jours. On a regardé cette épaisseur intima media, et on a vu que cette épaisseur, elle augmentait. Elle passe de 0,4 mm à peu près à pratiquement 0,5 mm. C'est tout petit, ça reste dans des valeurs physiologiques, mais il y a quand même cette petite variation de l'épaisseur intima media. Nous, on sait en clinique que dans la maladie vasculaire, dans la maladie cardiovasculaire, le premier élément qui va s'altérer, c'est cette couche interne du vaisseau, l'endothélium, l'épaisseur intima media. Et donc, le fait de voir que même si c'est pas pathologique, même si c'est minime, c'était juste 120 jours, est-ce que pour des expositions à la microgravité beaucoup plus importantes, de plusieurs mois, de plusieurs années, est-ce que finalement ce phénomène ne va pas se poursuivre et finalement aboutir à un risque vasculaire augmenté pour les astronautes? C'est une question qu'on se pose actuellement. Donc, un de mes collègues américains, Michael Depp, s'est intéressé donc, aux astronautes qui ont participé à aux missions Apollo. Donc c'était plusieurs dizaines d'années après. Il a regardé un petit peu leur survie et leur mortalité globale, et en particulier leur mortalité cardiovasculaire. C'est une étude rétrospective, donc il faut prendre avec précaution parce qu'il peut y avoir des biais, etc. Mais quand même, elle nous interpelle. Donc les astronautes qui ont effectivement fait une mission sur la Lune, par rapport à la population générale, par rapport à leur contrôle, leur équipage doublure qui n'a pas volé, ou par rapport aux astronautes qui ont volé dans une orbite basse, dans la station spatiale, dans la station Mir, avaient un risque de mortalité plus importante. Donc qu'est-ce qui différencie
les astronautes qui ont volé dans une orbite basse dans la station spatiale et les astronautes qui sont allés dans une mission lunaire. Ce n'est pas la durée des missions. Les missions lunaires, ce n'était pas des durées très très longues, mais c'est l'exposition au rayonnement, aux radiations spatiales. Et donc, une des questions qu'on se pose maintenant, quel est le rôle des radiations sur le corps humain? Quel est le rôle néfaste des radiations sur le corps humain? Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir spécifiquement, au-delà des effets radiatifs directs, des effets indirects sur le système cardiovasculaire et entraîner à long terme un risque cardiovasculaire pour nos astronautes? Donc voilà, je voulais juste vous donner un tout petit panorama des différentes atteintes au niveau du système cardiovasculaire. Donc vous voyez, aller dans l'espace, c'est pas de tout repos, hein. Le fait d'être soustrait de la gravité, ça induit des troubles physiologiques. Rassurez-vous, pour les astronautes et pour le système cardiovasculaire, tout est réversible. Donc toutes les atteintes que je vous ai montrées lors du retour sur Terre au bout de quelques semaines, de quelques mois de rentraînement physique, eh bien, ça va rentrer dans l'ordre. Mais pour des missions de très très longue durée, s'il y a des effets radiatifs supplémentaires, est-ce que tout va rentrer dans l'ordre ou pas? C'est des questions qu'on se pose. Donc avoir des astronautes pour étudier les conséquences cardiovasculaires, ce n'est pas tous les jours, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Les opportunités de mesure chez eux sont plus rares. Il y a beaucoup de facteurs environnementaux, de facteurs confondants dans les expériences. Donc si on veut vraiment faire des études scientifiquement bien contrôlées, bien maîtrisées, on a des modèles au sol pour étudier la situation de microgravité. Donc les trois principaux modèles pour étudier l'humain dans l'espace au sol. Vous avez le modèle d'immersion sèche, hein, donc c'est des sujets qui sont dans une baignoire avec un film qui va les isoler par rapport à l'eau, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'immersion sèche. C'est les Russes qui ont développé ce modèle-là dès les années 50, donc ils sont partis dès le départ sur ce modèle-là pour étudier les conséquences de la microgravité sur le corps humain. Vous voyez, ça induit une inactivité physique, ça induit des transferts liquidiens. Comme il flotte dans l'eau, cette stimulation d'appui est moins importante. Donc c'est un bon modèle qui permet de reproduire certains effets de l'environnement spatial sur le corps humain. L'autre modèle est un petit peu plus utilisé, un peu plus facile à mettre en œuvre, c'est le modèle d'alitement, avec la tête légèrement déclive à moins 6 degrés. On crée une inactivité physique, on crée des transferts liquidiens comme dans l'environnement spatial. Par contre, il y a toujours cette stimulation de support. Donc c'est un petit peu moins précis, un petit peu moins comparable à la microgravité. Et puis il y a l'effet confinement, hein, donc là vous avez des modules, c'est nos collègues chinois qui ont fait ce système-là, totalement hermétique. Mais mon collègue Benoît Bolmont va sûrement beaucoup plus parler des effets confinement sur la psychologie et aussi sur la physiologie. Et donc ce sera surtout avec des études basées sur le confinement. Donc on est à l'ESEO, je ne peux pas ne pas vous présenter quelques développements technologiques. Donc en France et au CNES, on est particulièrement spécialisé dans l'étude du système cardiovasculaire, dans le développement d'outils du système cardiovasculaire. On part toujours de systèmes qui sont commercialement disponibles, hein, pour la surveillance des malades, mais on ne peut pas utiliser directement l'appareil commercial médicalisé dans l'espace. Il faut l'intégrer, il faut le rendre compatible aux normes électriques de l'espace, il faut le miniaturiser, il faut essayer de lui faire pas le plus possible de poids, il faut le protéger des rayonnements. Il y a quelques rayonnements gamma qui sont assez nocifs pour le système électronique. Et donc voilà, on spatialise les appareils. Donc là, vous avez l'un des premiers appareils français qui a été développé, c'était Physiolab, donc il a été utilisé par Claudie Ignoré. Et le dernier appareil qui est actuellement développé, c'est Cardiospace, qui est dans la station spatiale chinoise et qui intègre vraiment pratiquement tous les appareils pour étudier le système cardiovasculaire. Donc, un appareil fait 40 cm sur 40 cm, il y a un échographe, il y a des ECG, des systèmes pour mesurer la pression artérielle, la respiration, les flux sanguins cutanés, périphériques, etc. Enfin, quelque chose qui, à l'hôpital, tient une table, au moins. Là, c'est dans un tout petit appareil spatialisé. Après, l'autre conséquence de tout ce qu'on a dit maintenant, c'est développer des contre-mesures. On ne peut pas laisser les astronautes comme ça à se déconditionner de la gravité. Il faut tout de suite les préparer au retour sur Terre. Et donc, il faut leur proposer des contre-mesures. Donc, vous avez plusieurs types de contre-mesures. La contre-mesure la plus naturelle, c'est essayer de reproduire la gravité. Donc, reproduire la gravité dans l'espace, ce n'est pas si évident. Hein, l'idéal, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein, c'est des très grandes roues qui tournent, hein, c'est des centrifugeuses à bras très longs,
Ça serait idéal, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Et puis pour les ingénieurs qui font des vaisseaux, ils nous disent que c'est un peu compliqué pour eux de faire des gros vaisseaux qui tournent, etc. Donc on essaie de trouver des solutions un petit peu plus simples. Donc là, vous avez une centrifugeuse à bras courts. Donc la tête du sujet est ici, les pieds sont à l'extérieur, bien sûr. Donc voilà, le sujet tourne. Le but, c'est d'avoir un jet au niveau du cœur. La contrepartie, c'est pour avoir un jet au niveau du cœur, comme c'est une centrifugation à bras courts, au niveau des pieds, au niveau des membres inférieurs, il y a 2 jets. Donc potentiellement des effets néfastes de cette hypergravité au niveau des membres inférieurs. Ou alors, il faut essayer de reproduire certaines conditions de la vie en gravité liées à l'exercice physique d'entraînement, l'exercice physique anaérobie, la bicyclette ergométrique. Donc là, vous avez là aussi, c'est russe, hein, c'est le chibis. Ça ressemble à la combinaison de Tintin. Et en fait, c'est une combinaison dans laquelle on fait une dépression barométrique. Donc ça crée un transfert liquidien au niveau des membres inférieurs. Et donc là, les cosmonautes russes font ça avant de revenir sur Terre, justement pour réhabituer leur système cardiovasculaire à ces transferts liquidiens au niveau des membres inférieurs. Puis il y a une autre approche médicamenteuse, nutritionnelle. J'ai mis du vin, parce que dedans il y a les polyphénols. Alors c'est bon pour les vaisseaux, c'est bon pour la paroi interne des vaisseaux. Donc voilà, on se pose la question de comment faire des compléments nutritionnels, peut-être pas avec des bouteilles de vin, mais juste avec des petites gélules, les pauvres, des petites gélules avec donc des extraits de polyphénol ou des extraits de vitamines, etc., pour indirectement protéger les principales fonctions de l'organisme. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste vous présenter un petit panorama donc, de ce que l'on fait et des conséquences de l'absence de gravité sur le corps humain. Et tous ces travaux ne seraient pas possibles sans les différentes agences spatiales, et en particulier le CNES, donc, qui nous subventionne et nous aide beaucoup, notamment dans les manips internationales. Essaie de propulser les équipes françaises, le CHU d'Angers, l'Université d'Angers, et puis encore une fois, Terre des Sciences et la Fête de la Science dans ce contexte-là. Je vous remercie. Donc, bonsoir à tous. Je vais évidemment commencer par les remerciements. Je remercie tout d'abord Madame Lavaux-Girard de m'avoir contacté et invité. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a permis de rencontrer Marc-Antoine Custeau. Donc c'est toujours agréable de rencontrer d'autres collègues qui travaillent dans le milieu du spatial. On n'est pas si nombreux que ça en France. Et puis de revenir dans cette belle ville d'Angers, parce que si on écoute les médias, il n'y a que Paris et Marseille, et il y a de belles villes de province. Et j'avoue que j'étais venu il y a une dizaine d'années à un congrès du spatial, donc organisé en partie par Marc-Antoine. Et j'avais pu apprécier la ville et la qualité du congrès, d'ailleurs d'un congrès spatial, qui, quand il vient dans des petites villes de province françaises comme ça, je pense que ça doit se souligner. Et donc c'était vraiment une belle aventure. Alors, en tout cas, moi, je vais essayer de prendre l'autre côté, puisque notre collègue nous a parlé de physiologie, et moi, je vais essayer de parler de psychologie. Alors, je ne veux pas, décrier les choses, mais la psychologie a été un peu le parent pauvre de l'espace jusqu'à maintenant, puisque, et c'est normal, il est logique qu'on se soit principalement intéressé, je dirais, à la physiologie, dans la mesure où l'environnement était, comme l'a bien décrit notre collègue, sans gravité, ou avec beaucoup moins de gravité que sur Terre. Et donc, du coup, forcément, il fallait s'interroger sur l'ensemble des systèmes physiologiques avant probablement de s'intéresser à la partie psychologique. Et donc, du coup, voilà, la psychologie est un peu le parent pauvre. Mais maintenant que les choses avancent et qu'on prévoit, qu'on envisage des voyages lointains, de longue durée, on se dit que la psychologie va avoir un rôle
fondamentale dans la réussite des futures missions. Alors je me suis permis juste, non pas en termes de provocation, hein, mais je trouve que c'est intéressant, c'est un médecin russe très impliqué dans le spatial qui disait que les limitations de la vie dans l'espace ne sont pas médicales, mais psychologiques. Et c'est vrai que sur le plan médical, on a le sentiment qu'il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées. On connaît plutôt bien ce qui se passe, mais la limite pourrait être psychologique. Alors pourquoi psychologique? C'est vrai que si on se place dans l'espace et qu'on regarde ça, on se dit non, c'est le bonheur, c'est magnifique, c'est beau, il n'y a aucun stress à avoir. Mais pourtant, ça, c'est pas aussi simple que ça. Et avant ça, eh bien, il va falloir se confronter à tout un ensemble de stresseurs. Et parmi ces stresseurs, hein, du décollage à l'atterrissage, aux sorties extravéhiculaires, à la nutrition dans l'espace, qui a fait des progrès, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, aux conditions d'habitabilité, à la promiscuité, aux risques permanents, puisqu'il y a quand même des risques de collision ou les risques de rayonnement dont parlait mon collègue précédemment. Ça fait quand même beaucoup de risques finalement dans l'environnement spatial. À ça s'ajoute la promiscuité, les relations entre les personnes, les charges de travail qui sont très conséquentes. Donc finalement, cet environnement spatial, il a des contraintes physiques, il a des contraintes sociales et des contraintes psychologiques. Alors, on a déjà vu sur le plan physique la pesanteur, mais si on s'intéresse alors au confinement, à l'isolement, à l'éloignement, là on touche à des parties qui pour certaines sont complètement inconnues. Si on prend la notion de confinement, alors évidemment c'est d'actualité, mais ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec ce que l'on a vécu. Lorsqu'on parle de confinement, là c'est un certain nombre de personnes dans quelques dizaines de mètres cubes de surface, et qui vont être isolés du monde, hein, ils vont être coupés du monde, et probablement, alors si on est sur ISS, on est à quelques centaines de kilomètres de la Terre, mais si on envisage, et c'est quand même un petit peu ce dont on parle actuellement, des voyages beaucoup plus lointains, il va falloir donc s'éloigner de la Terre, et alors ça, ce sera une sensation absolument nouvelle, puisque les seules fois où on s'est éloigné de la Terre, eh bien, c'est Apollo 13, hein, et c'est la seule fois où on s'est coupé de la vision de la Terre. Mais sinon, si on est sur ISS aussi longtemps que possible, etc., on voit toujours la Terre, on a cette espèce de filiation avec notre planète que l'on pourrait ne plus avoir en cas d'éloignement. Donc, finalement, cet environnement, vous voyez, il est peut-être pas si agréable que ça, il est même plutôt hostile. Alors à ça s'ajoutent évidemment beaucoup d'autres paramètres, hein, la séparation des proches, la perte de rôles sociaux. Lorsque moi je suis ici, je suis un enseignant-chercheur qui vient, voilà. Lorsque je suis astronaute et que je ne suis plus dans mon environnement, mais je suis dans un nouvel environnement avec un équipage, j'ai un autre rôle, etc. Sur le plan psychologique, il faut retrouver ces équilibres-là, même si évidemment les équipages sont bien préparés à ce genre de mission, ça reste quand même des modifications de ma vie sociale. La vie en collectivité, vivre en collectivité 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous avez pu vivre un confinement peut-être en famille récemment, on pouvait sortir, on a un peu d'espace dans les appartements ou dans les maisons, là on est toujours dans les quelques dizaines de mètres cubes, et puis en plus de ça on n'est pas avec sa propre famille. Alors parfois ça peut être plus simple à vivre, ça je vous le concède, mais néanmoins ça reste compliqué et des interactions limitées. La pesanteur, on en a déjà parlé, les charges de travail. Alors les charges de travail, elles vont être fluctuantes. Parfois, il y a de gros coups de bourre, comme on dit. Donc là, il faut pouvoir accepter et encaisser ces charges de travail. Et puis parfois, il y a de la monotonie. Donc il y a des fluctuations.
le danger permanent, les collisions, les rayonnements, on en a un petit peu parlé, les accélérations, donc liées au voyage, la monotonie, on vient d'en parler, la séparation des proches, avec tout ce qui va avec, hein, les gratifications affectives, c'est-à-dire le contact, la possibilité de se prendre dans ses bras, etc. Ce sont des choses qui sont regardées actuellement avec nos masques, on ne voit pas nos expressions faciales. Je veux dire, tout ça, c'est entre guillemets pas humain. Donc vous voyez finalement ce contexte-là, sur le plan psychologique, qui va vite présenter un certain nombre de limitations. Et donc l'environnement, finalement, l'environnement spatial va devenir un environnement stressant. Alors, le stress, on en parle beaucoup, on en parle régulièrement. Le stress, il existe 36 sortes de définitions. J'aime cette définition-là parce que je la trouve relativement simple. C'est un état qui survient lorsque l'on perçoit la situation comme étant un problème, qui a un coût significatif pour soi-même et va engendrer un effort ou un débordement de ses propres ressources pour y faire face. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, si on regarde bien, on est extrêmement soumis à des petits stress qui sont presque anodins dans la journée, mais il y a des moments où, voilà, là, quand on parle d'environnement spatial avec des risques sur sa vie, etc., on dépasse largement le cadre de nos stress terrestres. Et donc, il va impliquer évidemment des réponses d'ordre psychologique, mais également cognitives ou physiologiques. Alors, sur le plan physiologique, Marc-Antoine aurait largement pu en parler, hein, on peut imaginer des augmentations de fréquence cardiaque, des choses comme ça. Alors, mais c'est presque muet, je dirais. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre corps et on ne le voit pas forcément. Sur le plan psychologique, il peut y avoir une souffrance associée à un événement auquel on est soumis, mais c'est la même chose, si on ne parle pas, c'est presque muet, ça ne se voit pas. En revanche, sur le plan cognitif, ça peut avoir des répercussions importantes lorsqu'on est au volant d'une voiture, lorsqu'on est au volant d'un engin important, ou lorsqu'on est tout simplement dans un environnement spatial avec des décisions à prendre, qu'on est à plusieurs centaines de kilomètres, que parfois, imaginons que dans le cadre d'un voyage lointain, il y aura aussi des coupures de communication. Pendant d'assez longues périodes, l'équipage ne pourra plus communiquer avec nous. Et donc à ce moment-là, sur le plan cognitif, il peut y avoir des mauvaises appréhensions des situations avec de mauvaises décisions à la clé. Donc le stress va être non seulement permanent, mais en plus de ça, devenir presque un danger pour l'équipage et la mission. Alors les manifestations psychologiques, physiologiques, cognitives, elles sont complètement interreliées. Hein, ce qui se passe, ce que je disais un peu muet, en réalité, tout est interrelié et le système n'est plus séparé. Nous en parlions avant, c'est vrai qu'on a eu, c'est normal, la science était comme ça, elle devait se faire comme ça. Il y avait déjà une recherche plutôt médicale ou physiologique, etc., puis un peu psychologique Non, aujourd'hui, on est obligé de considérer la personne d'une manière holistique, c'est-à-dire une manière globale dans son ensemble, et la physiologie ou la psychologie ne fonctionnent pas du tout indépendamment l'une de l'autre. Alors, la question de savoir, parce que est-ce qu'on a vraiment des émotions dans l'espace? C'est quand même un environnement nouveau, hostile. Moi, j'ai essayé de vous démontrer jusqu'à maintenant qu'il était stressant. Alors, regardons un petit peu les quelques études qui ont mesuré des états émotionnels dans l'espace. Alors, les missions sur Mir et ISS qui ont duré entre 4 et 7 mois dans les années 80-90 et un peu après, ont été mesurées. Sur la mesure des états émotionnels, on n'a trouvé aucune différence. C'est-à-dire que nos collègues astronautes n'auraient finalement pas eu de modification émotionnelle. Bon, pourquoi pas. La mission d'un collègue astronaute de 438 jours dans l'espace, avec un certain nombre de mesures des états émotionnels, etc., n'a finalement révélé que les états d'humeur étaient plutôt stables au cours du vol. Donc, encore une fois, cette personne qui vient de passer 438 jours en dehors de sa vie habituelle, de sa vie familiale, etc., a eu des émotions relativement stables.
Alors vous allez me dire, oui, non, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, ce sont les seules études scientifiques qui ont considéré les états émotionnels en situation spatiale. Alors évidemment, les gens sont issus de militaires, ce sont des scientifiques, ils sont formés à ça pendant des années. Évidemment que ces gens-là ont déjà des caractéristiques de personnalité qu'on va voir un peu après, déjà un peu différentes de la normale. Ça, je le concède sans problème. Pourtant, ils ont aussi des états émotionnels. Sauf que, imaginez bien, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais la fragilité qui est associée dans notre société à l'émotion, c'est pas crédible lorsqu'on est astronaute. Et donc, du coup, on a des biais d'évaluation. Alors, globalement, on a déjà remarqué, il y a eu 1 ou 2 études qui ont montré que les astronautes étaient un peu plus anxieux avant le vol, ce qui n'est pas anormal, puisque avant le vol, on est dans une phase de préparation, c'est très lourd, il faut acquérir toutes les procédures, etc. Donc, il n'est pas illogique qu'avec la charge de travail, les personnes soient plus anxieuses et que le vol, effectivement, se déroule bien, donc c'est plus stable. On a noté également que les équipes contrôle au sol étaient plus anxieuses que les astronautes eux-mêmes. Pourquoi pas? Mais je continue de poser la question. Alors, émotion ou pas émotion dans l'espace? Est-ce que finalement l'absence de gravité générerait une absence émotionnelle? Eh bien non quand même. Les humains restent des humains dans l'espace. Et il y a eu une compilation, je dirais, de débriefing entre 81 et 89 qui ont montré quand même un certain nombre de symptômes et de signes de comportement négatifs dans l'espace, avec de l'anxiété, de l'ennui, de la dépression, ainsi que 2 épisodes psychiatriques sur Mir en 95 et 98. Ah, finalement, nos astronautes seraient capables, ou en tout cas, j'ai jamais douté qu'ils étaient capables d'avoir des émotions, mais ils ont aussi et également des émotions lorsqu'ils sont dans l'espace. D'ailleurs, à ce sujet-là, alors, on va dire qu'il y a un conflit entre les Russes et les Américains, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la terminologie, mais néanmoins les Russes témoignent d'une sorte de syndrome d'asthénie dans l'espace. Alors l'asthénie, ce serait, ils la définissent comme ça, une sorte de faiblesse mentale ou nerveuse, des perturbations de sommeil, perte rapide de force, faible seuil de sensation et des humeurs très instables. Donc voilà, les langues finissent tout de même par se délier. Mais si vous regardez la littérature, on est quand même dans les années 90-2000, donc c'est quand même hier qu'on admet que. Et lorsque on a accès à quelques écrits, quelques débriefings justement après vol, etc., eh bien on se rend bien compte que les gens ont des états, ressentent des états émotionnels qui ne correspondent pas aux évaluations qui ont été faites scientifiquement dans l'espace. Alors, quelques événements comme ça. Il y a eu une grève dans l'espace en 1973. C'est surprenant. On n'en a jamais évidemment entendu parler. Et là, ce sont les Américains. Il s'agissait du vendredi soir. Ils ont dit stop. Ils ont coupé la radio. Et ils ont coupé pendant 24 ou 48 heures avec le contrôle. Ils en avaient marre. Donc, lorsqu'on est dans cette situation-là, c'est qu'il y a peut-être un état émotionnel à la clé. Il y a Zolobov à bord de Soyuz. Alors évidemment, là, les Américains n'en ont jamais parlé. Ça, c'est le genre de truc off. Zolobov, à bord de Soyuz 21, il y a un moment donné, il n'en peut plus. Il a envie d'ouvrir le hublot pour sentir un peu l'air frais. Un astronaute qui arrive à ce genre de situation alors qu'il a des années derrière lui de préparation, c'est qu'il y a un petit peu craquage quand même. Lebedev, Berzovoy, ils vont s'ignorer, ils ont une mission de 10 mois, ils vont s'ignorer pendant plus de 6 ou 7 mois. Parce que Berzovoy en a marre que Lebedev laisse traîner les outils. Il ne range pas son matériel. Donc ça finit par lui peser, ils ne vont plus se parler pendant plusieurs mois alors qu'ils font 10 mois de mission ensemble.
Là aussi, il y a une petite situation un peu particulière. Et enfin, et il y en aurait d'autres, hein, mais il y a Yumin qui dit que toutes les conditions nécessaires pour commettre un meurtre sont réunies dès lors que sont enfermés 2 hommes dans une cabine de 5 mètres sur 6 et qu'on les laisse vivre ensemble pendant 10 mois. Voilà, les langues se délient, et si vous remarquez bien, les langues se délient, et je le note juste parce que ça m'avait un peu surpris sur le plan historique, mais elles se délient souvent chez les Russes en fait. Et on s'aperçoit, en fouillant un peu, puisque j'ai dû fouiller un petit peu, j'ai dû faire un petit travail d'historien, mais très léger évidemment, je n'ai aucune compétence dans ce domaine, mais on s'aperçoit que les Russes ont fait beaucoup plus attention finalement que les Américains aux aspects émotionnels dans l'espace. Et je trouvais que c'était surprenant. Là, pareil, un témoignage d'un Américain. J'ai eu un débriefing, là j'ai reçu un débriefing ce week-end, je regardais un petit peu les choses, et un Américain disait, hier soir j'ai pleuré en pensant à mes enfants qui grandissent. Donc voilà, on a des humains qui restent des humains dans l'espace, avec tout l'état émotionnel qui s'accompagne. Sauf que, comme on l'a vu précédemment, ces états émotionnels, ils ont une incidence, parce que quand on est avec des outils de plusieurs dizaines de millions d'euros dans les mains, on ne peut pas toujours faire n'importe quoi, et ce stress, eh bien, il va falloir le gérer. Alors, certes, ces personnes ont une personnalité différente. Tout le monde ne devient pas astronaute. Ce sont des gens qui sont bizarrement plus extravertis, plus agréable, plus consciencieux, moins anxieux que la moyenne générale, que la population générale. Donc ça, c'est important. Le système de sélection, alors le système de sélection, on pourrait en parler un petit peu, mais c'est surprenant parce qu'on regarde déjà toute la partie médicale, et puis à un moment donné, on s'intéresse à la partie psychologique. Mais c'est déjà la partie médicale qui peut qualifier ou disqualifier une personne. Et seulement après la partie psychologique. On gagnerait peut-être de l'argent à faire l'inverse. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais là, il semble y avoir émergé une forme de sélection qui sur le plan psychologique est plutôt pas mal, avec l'identification de ce qu'on appelle des right stuff. Ce sont des populations de personnes qui travaillent dur pour arriver à leur but et se préoccupent des désirs et des besoins de leur père. Vous voyez, c'est important. On travaille avec une hiérarchie, on travaille avec des personnes, on est dans un confinement, on est isolé des siens, etc. Et là, il faut quand même se préoccuper des autres, du groupe dans lequel je travaille. Donc ils sont capables de faire face au stress en préservant la compétence interpersonnelle et la bonne performance globale des spationautes. Donc là, on est sur des profils de personnalité un peu particuliers. Et donc, à partir de là, même si on est sur des personnes différentes de la population générale, évidemment, ce sont des gens qui conservent, alors ils ont peut-être un niveau de stress, un seuil de stress peut-être un peu plus élevé que la moyenne pour atteindre, mais néanmoins, ça reste des humains, quel que soit leur profil de personnalité. Autre élément de réponse à savoir si nos spationautes ressentent de l'émotion. Il y a ce qu'on appelle le third quarter phenomenon, c'est le phénomène du troisième quart. Alors, on peut discuter un petit peu parce qu'il y a des théories qui s'opposent. Il y en a qui imaginent 3 grandes périodes dans les périodes un peu longues dans l'espace ou dans d'autres missions, comme Marc-Antoine les présentait avec les missions de confinement. En gros, on peut imaginer qu'une mission de confinement, on peut imaginer 4 quarts. Donc à la moitié de la mission, eh bien le quart suivant, c'est un petit peu le quart où les gens ont des doutes. Et là, on a déjà noté, on a déjà vu dans les retours, dans les débriefings de ces périodes-là, que là, il y a une petite période un peu dépressive. C'est-à-dire que la première moitié de la mission, on découvre la mission, on découvre l'environnement, on est un peu excité, il y a un petit peu d'anxiété, etc. On passe la moitié, là on se dit, mince, j'en suis qu'à la moitié. Et avant d'arriver au dernier quart qui va être un peu plus euphorique avec le questionnement de comment je vais retourner sur Terre, etc., ce troisième quart-là, il est un petit peu
déprimant pour certains. Donc là, on va retrouver, pareil, des états émotionnels. Et puis, pour continuer dans les éléments de réponse, s'il y a des émotions ou pas dans l'espace, et si nos collègues astronautes en ont ou pas, eh bien, je voulais juste ressouligner, c'est les exigences, la sélection. Ce sont des gens qui sont quand même soumis à de fortes pressions. Comme je vous le disais, et dans notre société, et je rapporte ça souvent à nos étudiants, à mes étudiants, je leur explique très souvent que il y a une vingtaine d'années, les émotions, on n'en parlait pas, ou très peu. C'est-à-dire que ceux qui ont des émotions, ce sont des fragiles. Qu'il vaut mieux masquer ses émotions dans tous les entretiens d'embauche, qu'il faut masquer ses émotions en général, qu'il ne faut surtout pas les exprimer, blablabla, blablabla. Mais ne pas exprimer une émotion, c'est forcément générer un trouble plus tard. Donc l'idée, c'est plutôt d'accepter ces émotions et de les réguler plutôt que de les enfouir. Mais chez nos collègues astronautes, eh bien, ils ont subi aussi ça. C'est-à-dire que, voilà, montrer ses émotions, c'est montrer une fragilité. Montrer une fragilité, ça ne peut pas être compatible avec la profession d'astronaute. Donc, voilà, quelques éléments de réponse qui nous indiquent quand même que ce sont des gens humains. Mais la question, réellement, finalement, est-ce qu'on peut finalement ressentir des émotions en microgravité? Ces émotions sont-elles de même nature que sur Terre? Alors, je présente quelques résultats obtenu. Alors j'ai fait le focus volontairement de rester sur la microgravité, mais on aurait pu s'intéresser à toutes les aventures, tous les confinements qui ont lieu en Antarctique et ailleurs pour la longue durée. Mais j'ai vraiment voulu faire le focus sur la condition physique du spatial. Et donc, lorsqu'on simule, comme l'a montré Marc-Antoine au cours de bed rest ou de vol parabolique, eh bien on s'aperçoit que finalement, oui, on peut ressentir des émotions, il n'y a pas de problème, donc nos astronautes sont tout à fait normaux, les conditions physiologiques ou physiques liées à l'environnement spatial n'empêchent aucunement le ressenti d'émotions. Donc on mesure de l'anxiété, de la dépression, de la tristesse, de l'irritabilité, de l'hostilité, de la confusion, de la baisse de la vigueur. Alors là, c'est une autre forme d'échelle, mais on va retrouver sensiblement les mêmes modifications émotionnelles. Sur de la longue durée, comme ça en bed rest, eh bien, l'impact physique semble diminuer les affects positifs. Et donc, globalement, on peut ressentir évidemment du stress psychologique en situation de microgravité. Nous avions fait quelques études où on s'était assuré que notre population ressemblait bien à des profils de spationautes. Et voilà ce que l'on trouvait sur le plan émotionnel. Déjà, l'état d'anxiété pouvait augmenter, donc tout à fait en situation de microgravité. Et qu'en plus de ça, lorsqu'on soumettait les gens en ingé à un stress particulier, eh bien, on retrouvait le même type de réaction en 0G qu'en 1G. Donc la microgravité et ses modifications physiques liées à la microgravité n'empêchent aucunement la manifestation émotionnelle sur le plan psychologique et physiologique. Parce que par exemple, là on s'était intéressé aux muscles faciaux, et donc là on se retrouve en 1G et là on est en 0G. Là, il s'agit de l'orbicularis, un muscle autour de l'œil. Et donc, on voit très bien, lorsqu'on soumet l'individu au stress, on a le même type de réaction en 1G, en 0G. Et là, avec un autre muscle facial, le corrugator, on retrouve exactement le même profil. Donc, la microgravité n'empêche aucunement de ressentir, en tout cas, la manifestation sur le plan physiologique et psychologique de l'émotion. Alors, voilà, petit clin d'œil, parce que j'étais à l'ESEO. Notre objectif actuellement, c'est évidemment, vous l'aurez compris, c'est de mesurer de l'état émotionnel. Aujourd'hui, tout évolue, les systèmes, les capteurs, les manières de mesurer de l'information évoluent. Et donc, on est actuellement au travail sur des systèmes qui mesurent, grâce à des capteurs avec contact ou sans contact, certains paramètres liés aux états émotionnels, pour justement assurer le suivi émotionnel de nos astronautes. Non pas pour les pister, parce que ce n'est pas le but, non seulement c'est pour mieux les appréhender, et surtout pour mieux les réguler
afin de vraiment de pouvoir diminuer l'impact stressant et de voir quand la personne a besoin d'aide. Voilà, plutôt dans ce but-là que de pister bêtement les personnes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie évidemment le CNES qui nous permet de faire ces travaux. Je remercie Terre de Sciences pour cette invitation et puis l'ensemble des partenaires, mon université, la région Lorraine, Metz Métropole et Novespace qui organisent les vols spatiaux, enfin les vols paraboliques. Eh bien, merci à tous les deux pour vos recherches. Je vais vous demander, Marc-Antoine, de venir. Et messieurs, dames et internautes, vous allez pouvoir poser des questions. Gravité. Après, si un jour on se rend compte qu'on est obligé de développer des systèmes compliqués et ça coûte beaucoup d'énergie, et là je pense qu'on va se poser la question, quelle est la dose minimum de gravité nécessaire pour pouvoir maintenir... On n'a pas encore la réponse. Maintenant la stratégie c'est de faire le plus possible dans un temps court, mais moi je suis persuadé qu'à un moment ou un autre, surtout pour les vols de très longue durée, la gravité, et là on va se poser la question, quelle est la gravité minimale à avoir, enfin, quelle est la dose minimum de gravité pour pouvoir préserver le corps humain. Et c'est une très très bonne question. Ouais. Une autre question, messieurs, dames? Oui, monsieur. Avez-vous eu l'occasion d'étudier l'incidence de l'alimentation telle qu'elle est présentée au... Est-ce qu'elle a un côté dépressif ou pas à long terme? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que dans le contexte spatial, les moments conviviaux tels que le repas sont extrêmement importants. Et c'est vrai que dans les années 70, 80, etc., les astronautes se plaignaient de la poudre, en quelque sorte, qu'on leur donnait. Et donc, dans les années 90, se sont développées des entreprises qui ont fait de gros efforts sur ces contenus alimentaires. Et donc, ça s'est considérablement amélioré. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont des choix dans leur menu, etc. Ils ont même un suivi nutritionnel qui leur permet de réajuster s'il y a ces troubles lucidiques ou pas. Mais du coup, ça correspond à leurs états émotionnels du moment. Donc, à titre personnel, je n'ai pas fait d'études corrélatives entre ce qu'ils mangent et l'état ressenti, mais c'est pris en compte vraiment de manière importante par les agences, voilà. Au point que même les agences sur ISS apportent elles-mêmes, c'est une manière de parler, mais les Russes ont du repas russe, les Américains des repas américains, les Français des repas français, et on ne se mélange pas.
Très culturel le repas. Hein. Ah oui. Mais voilà, ça fait partie des rares moments de convivialité qui sont importants sur le plan de l'émotion. Nous, on mange en toute émotion, donc les astronautes, c'est aussi le but. Oui, je voulais savoir, s'il vous plaît, s'il y a des dosages hormonaux qui montrent des perturbations importantes au niveau cérébral, par exemple, au niveau de l'hypophyse, au niveau surrénal, au niveau de... et surtout, dès qu'une personne sait qu'elle va partir en mission, elle se prépare, elle a le stress qui commence ce jour-là. Donc, est-ce que cette préparation, ce stress, tout ce qu'on va lui faire auparavant pendant des mois, va modifier tout son système un peu hormonal, je dirais, de protection, enfin tout ce qui gère, et nous mettre dans une situation un peu fausse par rapport à ce qu'on va constater après? Est-ce qu'il y a des études, par exemple, en double aveugle, pourquoi pas suivre en même temps quelqu'un en confinement dans un caisson, en même temps que les mêmes qui seront dans l'espace, par exemple, pour voir si l'humeur et les hormones et les dosages hormonaux vont changer entre le fait qu'ils soient restés sur Terre en confinement et le fait qu'ils soient dans l'espace sans pouvoir revenir sans qu'on les autorise. Enfin, je commence si tu veux. Alors, les régulations hormonales, alors bien sûr, il y a de nombreux dosages hormonaux qui sont faits pour suivre un petit peu, pour évaluer leur état physiologique. En fait, c'est des modifications hormonales qui témoignent de leur adaptation, leur désadaptation à la gravité. Voilà, la rénine est modifiée, la sensibilité à l'insuline peut être aussi un petit peu modifiée en lien avec les modifications métaboliques. Il n'y a pas de bouleversement. Enfin, le corps humain s'adapte relativement bien à la gravité. Il n'y a pas de bouleversement. Je laisserai peut-être compléter sur le côté stress. Et après, voilà, la question du contrôle. C'est une question que l'on pose toujours quand on conçoit nos protocoles, notamment aux agences spatiales. On veut toujours avoir l'astronaute, on aimerait bien avoir le contrôle et l'équipage de doublure au sol, en contrôle confiné, en contrôle ambulatoire, etc. On y va toujours avec plein d'enthousiasme, puis après à la fin on nous dit c'est compliqué, c'est difficile. Et le contrôle sur Terre, l'équipage doublure, autant pendant la période d'entraînement, ils sont comparables. Mais après, l'équipage doublure, elle va partir carrément sur d'autres choses. Où elle prépare notre mission, elle va voir d'autres activités. Donc du coup, ils vont plus devenir le contrôle de l'astronaute. C'est pour ça que dans les manips que l'on fait en microgravité vraie, c'est toujours limité, c'est toujours méthodologiquement, il y a toujours des petites imperfections. On en est conscient, hein. Il y a le nombre qui fait que c'est pas parfait, il y a les conditions de vol aussi qu'on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas tout, on ne sait pas toujours, parfois il y a le CO2 qui augmente dans la station, mais les agences spatiales n'ont pas toujours envie de dire qu'il y a eu un moment, pendant plusieurs jours, une capnie un peu trop importante, etc. Donc il y a des paramètres que l'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que, pour nous, quand on veut faire des recherches scientifiques, les modèles au sol, bien contrôlés, confinement versus non confiné, alité, avec contre-mesure, sans contre-mesure, ça nous permet d'avoir une approche méthodologique beaucoup plus stricte, qu'on n'a pas forcément avec les vols spatiaux. J'ai apporté une partie de la réponse, donc je te laisse. Oui, non, mais je me dis, c'est une excellente réponse, même si on peut tenter une réponse à deux voix, mais c'est vrai que tout le temps de la préparation, en général, classiquement, il y a deux équipages qui se préparent et un seul, effectivement, ne partira. Globalement, les modifications qu'on pourrait avoir, elles sont simplement liées au travail et à l'adaptation auxquelles ils font face, à la préparation, tout simplement. Après, comme le dit Marc-Antoine élégamment, c'est qu'on aimerait bien avoir un peu plus, mais là, à ce moment-là, c'est plus possible. C'est vrai que le jour de l'annonce de l'équipe qui va partir, qui est sélectionnée, etc., serait pertinent de voir un petit peu ce qui se passe sur le plan hormonal, stress, etc. Mais ça c'est pas possible. Et puis, effectivement, l'équipe backup, l'équipe remplaçante, elle va effectivement continuer sur une autre préparation. Et donc là, même chose, ça passe sous les radars. On n'a pas ces informations-là, mais effectivement, ce serait pertinent de voir un petit peu l'état de stress des personnes, parce qu'effectivement, quand il y a un gros engagement de ces personnes-là, elles se préparent quand même pendant des années. Et j'imagine que quand on vous dit, c'est vous qui allez partir,
il se passe forcément quelque chose, même s'ils restent des professionnels et que le lendemain, ils reprennent l'entraînement dans les mêmes conditions que la veille. Mais effectivement, il doit se passer quand même des choses, même sur le plan psychologique. Mais du coup, c'est dommage que ça nous échappe parce que, vous savez, dans les mécanismes du stress, ce qui fait qu'on s'adapte au stress, c'est les stratégies qu'on va développer, ce qu'on appelle les stratégies de faire face. Et c'est là où, tant qu'on ne sait pas qu'on est, entre guillemets, sélectionné, on ne sait pas. Alors on se prépare, mais c'est peut-être pas nous. Mais là, quand on sait que c'est nous, il ne s'agit plus de flancher. Et donc là, sur le plan psychologique, il doit se mettre en place certainement un vrai puzzle de stratégie de faire face à la situation, aux situations qui vont venir. Et ça doit être vraiment très, très intéressant sur le plan psychologique. Mais malheureusement, ça, ce sont des étapes qui nous échappent complètement. Oui, bonsoir. En ce qui concerne le cerveau, plus particulièrement la plasticité, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus ou moins affectées ou qui bougent un peu, comme la zone de la parole, enfin des parties qui seraient constatées à leur retour, qui auraient été modifiées, d'autres plus amplifiées, d'autres diminuées, etc. Ça, je peux répondre un petit peu. Ouais. Tu complètes. Je compléterai, ouais. Alors là, c'est une question intéressante et qui, nous, les scientifiques, nous intéresse beaucoup, sauf qu'on est sur une très petite population. On n'a pas forcément un scan avant-après, mais on peut se douter, ou un moyen d'imagerie quelconque, on peut se douter qu'effectivement, en termes de plasticité, il y a des modifications. Alors évidemment, liées à la durée du temps dans l'espace, mais probablement sur les zones peut-être vestibulaires ou autres liées à l'absence de gravité. Donc là, ça, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Sur tout ce qui est sensorimoteur, puisque évidemment la motricité n'est plus tout à fait la même, j'imagine qu'il doit y avoir de fortes modifications. Je ne sais pas si Marc-Antoine a déjà vu des choses. Oui, mais c'est tout à fait ça. Enfin, il y a une plasticité fonctionnelle, ça c'est clair. Enfin, voilà, si on veut évaluer la perception en 3D, des profondeurs, etc., entre avant, pendant et après, c'est modifié. Après, pour voir la traduction morphologique sur des IRM, sur des scanners, je pense que c'est beaucoup trop fin et ça ne se voit pas. Donc c'est plus fonctionnellement dans l'organisation des réseaux de neurones, dans leur interconnexion, dans leur mobilisation, plus que dans des constatations morphologiques que l'on peut voir sur l'IRM. Pour l'instant, les rares mesures qui ont été faites, globalement, l'IRM, le cerveau d'un astronaute en IRM, avant et après, morphologiquement, il n'y a pas de différence. C'est plus dans le fonctionnel, quoi. Un élément de réponse, là, qui pour le coup viendrait peut-être, vient plutôt de la haute altitude. Pendant très longtemps, moi je me suis posé la question, parce que j'ai fait ma thèse sur une situation d'altitude simulée, et je me posais toujours cette question-là. Et il y a eu, là, il y a une dizaine d'années, une étude assez sérieuse avec un nombre de personnes importantes sur un avant-après ascension, qui montre de réelles différences. Donc on peut imaginer qu'il y avait des explorations un peu spécifiques sur certaines zones du cerveau, on pourrait imaginer des différences, forcément une réadaptation du cerveau. Ça a dû déjà être, je crois, vu chez les animaux déjà, je crois, chez les souris qui avaient été soumises à des environnements de microgravité. Oui, bonsoir. Sur les 500 ou 600 astronautes qui ont connu donc une aventure, hormis l'astronaute d'Apollo 13 qui est mort, je crois, d'un cancer, probablement dû au stress, est-ce qu'il y a d'autres astronautes qui ont connu de gros problèmes de santé ou qui connaissent encore de gros problèmes de santé? C'est un peu l'étude de Michael Delp qu'il a fait. Alors, j'ai pas le détail exactement du nombre d'astronautes décédés, mais il a montré qu'il y avait une mortalité plus importante pour les astronautes qui ont fait partie du programme Apollo par rapport à leur contrôle sur Terre et par rapport aux astronautes qui ont volé en orbite basse. Là encore, c'est une étude rétrospective, il y a sûrement beaucoup de biais, d'antériorité, le fait qu'ils sont plus âgés, donc probablement ils ont eu plus de temps pour faire des accidents cardiovasculaires ou d'autres causes de mortalité. C'est une question qu'on se pose, elle n'est pas totalement répondue.
Est-ce que la mortalité, globalement, elle a un petit peu augmenté? C'est une question qu'on se pose, notamment en lien avec les radiations. Et sur le plan psychique, est-ce qu'il y a des problèmes pour certains? je voulais Parce qu'il y a eu, répondre. pardon, il y a eu, pour Apollo 13, je pense qu'il y a eu beaucoup de cas de divorce. Alors, est-ce que c'est lié? Effectivement, bon, je crois que c'est le pas de chance dans tout ça, ou le hasard, parce qu'il y en a aussi quand même en science, mais il semblerait que les personnes qui aient perdu de vue la Terre, etc., qui ont donc soit tourné autour de la Lune ou qui sont éloignés de la Terre et qui ont fait un passage à proximité de la Lune en perdant de vue la Terre, aient eu des destins plutôt différents, pas classiques, on va dire. Donc il y en a un qui est devenu artiste, l'autre qui a fait de la politique, pourquoi pas. Il y en a un qui a arrêté complètement les activités. Bon, il semblerait, alors, mais je pense que c'est de l'ordre plutôt du mythe qu'autre chose, mais il semblerait que, mais comme il y avait ces mythes-là pour les explorateurs, de ceux qui allaient en mer, etc., où on se disait, il va y avoir un mal de l'espace, comme il y avait chez les Russes au départ, rien que le fait d'aller dans l'espace, il allait devenir fou. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y a mis déjà des animaux avant de mettre des humains, etc. Donc, je pense qu'il y a de l'ordre du mythe dans tout ça. Après, chaque mission étant tellement différente en termes de durée, de complexité, etc., que c'est assez compliqué de voir des effets sur le plan psychique. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une sorte de mythe autour de l'éloignement de la planète Terre, et dont il va falloir s'accommoder tout de même. Au niveau des voyages martiens, quelle est votre attitude, quel est votre sentiment quand les gens vont partir un an, ou enfin même un peu plus d'1 an, je pense, 18 mois, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est la bonne question, parce qu'effectivement, c'est la limite. Hein, on ne sait pas, et c'est surtout, alors, on a de bons modèles. Je veux dire, globalement, on voit maintenant, il y a des gens qui sont, voilà, Thomas Pesquet va refaire un séjour de 6 mois dans l'espace, donc c'est vrai, c'est pas 18 mois ou 2 ans, mais globalement, sur le plan physiologique, on voit à peu près ce qui se passe. Maintenant, il s'agit de constituer le bon équipage. Donc voilà, on a des missions d'assez longue durée dans les bases Concordia en Antarctique, avec l'hiver polaire, où on ne peut pas accéder à Concordia pendant quasiment 10 mois de l'année. Donc on sait ce que c'est qu'être isolé, on sait ce que c'est que d'être confiné, même si la base Concordia s'est largement améliorée. Hein. Auparavant, les confinements en Antarctique, c'était des cabanons un peu de fortune, hein, c'était pas génial. Bon, là maintenant, ils ont quand même le luxe, ils ont une petite salle de cinéma, donc assez loin quand même peut-être d'une réalité dans l'espace pour un voyage sur Mars, mais néanmoins, on sait ce qu'est être à peu près isolé, on sait ce qu'est à peu près confiné, on ne sait pas ce qu'est être éloigné. Et donc ça, effectivement, c'est le gros point d'interrogation. Maintenant, si moi j'avais à répondre, on est avec des professionnels, on est avec des gens qui sont préparés, on est avec des gens qui sont contrôlés, qui vont être suivis, à part ces périodes, effectivement, qui ne seront pas négligeables de perte de contrôle de la personne. Je pense qu'on est capable aujourd'hui d'envoyer des personnes pour 1 ou 2 ans dans l'espace sans grandes conséquences. En tout cas, je l'espère sincèrement. Mais il y a ce côté éloignement qu'on maîtrise quand même un peu mal, parce que ça peut développer quand même une peur, une inquiétude que l'on ne connaît pas. Je veux dire, on a tous peut-être vécu ça lorsqu'on prend un bateau et qu'on s'éloigne simplement du bord de terre. On se dit, c'est bien quand je le vois la terre, c'est bien quand je la vois, ça me rassure. Donc là, effectivement, on va être face à une peur qui va être complètement nouvelle. Et mon sentiment, j'ai envie de dire que on a bien réussi à s'éloigner du bord de terre. Donc on devrait bien pouvoir s'éloigner dans l'espace. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Absolument vrai. Mais
absolument terrible. Mais on a aussi des modèles sur Terre, alors évidemment pas sur cette durée de temps, mais quand vous faites une plongée à 700 mètres, comme on en a fait avec la COMEX, et que là, on sait qu'au fond de l'eau, pour remonter, on ne peut pas, si j'ai mal aux dents, on ne peut pas me prendre dans l'heure qui suit. Il va falloir que je remonte avec une décompression sur une dizaine de jours. On a aussi finalement cette idée de on ne peut pas me sauver tout de suite. Alors justement, j'ai une autre question de ce côté-ci aussi. Absolument, 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 Vous ne serez plus du tout sur la Terre, vous ne serez plus du tout chez vous. absolument. Et Et je là, pense que ça va poser d'énormes problèmes. Pour compléter, effectivement, je pense que vraiment aller sur Mars, c'est un nouveau saut. Enfin, Ah oui, oui. et voilà, et avec tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, on a du mal quand même à extrapoler ce qui va se passer le jour où on ira sur Mars. Et les aspects psychologiques, à mon avis, sont vraiment un des aspects majeurs. Sur la Lune, on revient 3 jours après. Oui, oui, oui. Il n'y a aucun problème. Et puis il y a aussi les aspects physiologiques, c'est que jusqu'à présent, nos astronautes sont déconditionnés après 6 mois dans l'ISS, ils reviennent sur Terre, sont pris en charge tout de suite, etc. Mais là, ils vont être déconditionnés au maximum, ils vont arriver sur une nouvelle planète avec une gravité qui est moindre que celle de la Terre, mais enfin une gravité quand même importante, puis il n'y a personne pour les accueillir, il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls et qu'ils assurent aussi leur retour. On est dans une nouvelle dimension. Voilà. Et on ne peut pas extrapoler linéairement ce que l'on a. Il y a vraiment une grande partie, c'est Oui, et l'inconnu. puis soumis à des rayonnements extragalactiques Et en plus, voilà, il y a la question des, extrêmement dangereux. il y a la question des rayonnements qu'il va falloir régler, soit avec des médicaments qui permettent de protéger l'ADN et les cellules des astronautes, soit par une protection au niveau des vaisseaux, du plomb, je sais pas, des boucliers. Là, c'est nos ingénieurs qui doivent trouver la bonne solution. Mais on rentre dans une nouvelle Et les plus dimension. résistants seraient les hommes de plus de 55 ans. Est-ce vrai? On peut parler des hommes et des femmes aussi. Exactement. Très sensible. Ça doit être des astronautes qui veulent se mettre sur la liste, à mon avis. Bien, je crois que le monsieur a une question là-bas. En fait, justement, c'est un petit peu ma question entre l'homme et la femme. Est-ce que, alors je ne connais pas la proportion de femmes parmi les astronautes, mais est-ce 10%. qu'il y a des différences significatives d'un point de vue physiologique, mais aussi psychologique entre l'homme et la femme au niveau de l'espace? Alors sur le plan psychologique, on a vraiment très peu de données parce que les femmes astronautes sont très peu nombreuses malheureusement. Et la plupart du temps, si on veut comparer au sein d'une mission, il y a 1 ou 2 femmes pour 2, 3 ou 4 hommes. C'est très difficile de faire des comparaisons de ce type-là. Moi, ce que je sais, là c'est en dehors de l'espace, c'est que les femmes sont beaucoup plus honnêtes dans leur ressenti émotionnel. Parce qu'elles ont... voilà, c'est ce que je disais précédemment, un garçon connoté émotionnellement, c'est une fragilité, donc les garçons n'acceptent pas ce côté fragilité. Alors que les femmes, pour avoir fait passer des centaines de questionnaires, sont beaucoup plus honnêtes dans leurs réponses, c'est beaucoup plus corrélé avec les paramètres physiologiques qu'on mesure, etc., etc. Donc j'ai beaucoup plus confiance dans l'évaluation d'une femme sur ses états émotionnels et de stress que pour un homme. Mais alors après, dans l'espace, on n'a pas de données actuelles. La constitution des équipages, maintenant, l'idée c'est toujours de faire des équipages mixtes, Oui. parce que ça stabilise en fait le groupe, le fait qu'il y ait à la fois des hommes et des femmes, et donc voilà, l'idée maintenant c'est qu'il y ait plutôt des équipages mixtes Ça, que des équipages que des garçons. Ça maintenant, c'est absolument obligatoire. Et les travaux là, Benoît, viennent des... excusez-moi, parlez bien dans le micro. Pardon. Là, les résultats viennent des bases polaires. Vous mettez des hommes dans une base polaire et que des hommes, ça devient vite une confrérie de cochons. C'est très clair. Par contre, vous y mettez une femme ou 2 femmes ou plusieurs femmes, et là, d'un seul coup, les hommes prennent beaucoup plus de leurs responsabilités, ils gardent des distances, etc. Ils continuent de se raser. Il y a toute une réorganisation de la base. Et ça, c'est très très clair. Et ça vient des bases polaires. Et donc là-dessus, effectivement, les équipages seront mixtes. Une autre question? Oui. Je voulais savoir au niveau de la digestion des astronautes, ça change un peu. Et sans la gravité, comment ça se passe au niveau des aliments?
si ça se peut, enfin, si ça a un impact ou pas sur leur façon de digérer un peu. Bah, pour la digestion, alors effectivement, la gravité, ça joue un tout petit peu. Enfin, on digère mieux en position assise par rapport à la position allongée. Mais finalement, dans le principal mécanisme de la digestion, du péristaltisme, de l'avancée du bol alimentaire, bah, c'est les muscles du système digestif qui assurent tout ça. Donc finalement, voilà, il y a des petites modifications, mais c'est des petites modifications fonctionnelles comme on peut avoir pour une personne qui alité. Mais il n'y a pas, voilà, de grands bouleversements dans la fonction digestive. Oui, le rythme circadien est un peu perturbé dans l'espace. Et je voulais savoir quelle était la qualité du sommeil. Comme on sait que sur Terre, c'est important sur le psychique, qu'en est-il pour les astronautes? Alors le rythme circadien, il est perturbé si on se réfère au Soleil. Alors je ne sais pas combien, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de levées de soleil tous les jours, enfin sur 24 heures de vol dans la station spatiale. Mais en fait, ils reproduisent par lumière artificielle le rythme jour-nuit tel qu'il est sur Terre. Donc le but, c'est qu'il soit le moins déphasé. En termes de qualité de sommeil, bah, c'est plus lié à des questions d'opération ou des questions voilà, de travail, de charge de travail, mais ça peut-être tu peux plus répondre des sensibilités individuelles. Enfin, et pour moi, il y a rien de systématisé vis-à-vis des troubles du sommeil. Donc, en tout cas, la littérature indique quand même des troubles du sommeil, une durée de sommeil plus courte, avec des cycles un peu perturbés d'une manière générale à cause du bruit, à cause des charges de travail, entre autres. Évidemment, ça joue sur le stress, mais ça, c'est une question qui a été prise par les agences de manière très sérieuse et très tôt, parce qu'on sait l'impact du stress finalement sur le bien-être. Et donc là, ils ont reconstitué comme des caissons pour la nuit, avec des positions qui ressemblent à des positions proches de celles qu'on peut avoir sur Terre, avec un espace personnel, etc. Donc ça a été pris en compte. Après, est-ce que c'est parfait? Probablement pas, puisque visiblement le sommeil est encore un peu plus court que sur Terre, avec les cycles perturbés, mais globalement, ça c'est une question qui est sensible, et je sais que là, on travaillait, là, probablement pas trop en parler, parce que ça reste encore un peu voilà, dans les tuyaux, mais on travaillait pour mesurer justement les phases de sommeil paradoxales, des phases du sommeil qui sont importantes de rêve, de repos psychique, etc. Donc avec des dispositifs qui émergent actuellement. Donc bon, ça continue d'être étudié, mais c'est pris très au sérieux, parce que justement sur une période de 2 ou peut-être plus années de voyage, on ne peut pas trop jouer quand même avec cette composante-là. On sait les répercussions que ça peut avoir sur les aspects psychologiques et même physiques. Donc c'est pris au sérieux. Une autre question? Oui. Du coup, on a parlé de la différence entre hommes et femmes. Est-ce qu'il y a une différence entre les populations, genre par exemple entre les Américains, Russes, etc. Est-ce que entre les différentes cultures, il y a des différences de comportement des spationautes? En dehors des Russes? Ouais. Alors, oui. Il y a des différences culturelles. Ils n'ont pas les mêmes blagues, ils n'écoutent pas la même musique, ils ne mangent pas la même nourriture. Donc oui, il y a des différences culturelles. Après, ça reste des professionnels, donc voilà, ils ont des missions à réaliser, ils les réalisent très bien, ils sont performants tous, mais on s'aperçoit qu'il y a des différences culturelles, et d'ailleurs la constitution des groupes est une vraie question. C'est une vraie question épineuse, indépendamment des intérêts économiques, etc. etc. C'est un petit peu compliqué. Et on a vu des équipages se plaindre. Voilà. Russes ou américains, de ne pas être contents des uns ou des autres. Parce que c'est pas la même culture. Les équipages multiculturels, c'est plus compliqué que les équipages monoculturels? Alors c'est une autre bonne question. Parce que monoculturel, forcément, ça a des limites aussi.
Pluriculturel, c'est indispensable à la bonne réussite voilà, de l'aventure spatiale. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les uns sans les autres. Donc c'est indispensable. Mais on a dans certains débriefings des plaintes des uns ou des autres. Et c'est vrai que ça peut faire sourire, mais ils n'écoutent pas la même musique. Ils n'ont pas les mêmes blagues. Donc ça, c'est un autre challenge. Et comment faire, c'est compliqué. Donc il faut une bonne intelligence, il faut une grosse empathie, il faut une grosse tolérance à l'autre. Et on est sur des profils de personnalité un peu particuliers déjà. Des masses sanguines, est-ce qu'on a pu étudier le métabolisme des médicaments? Parce que s'ils partent, ils emmèneront presque un peu de médicaments, ne serait que pour la... Oui, même... À savoir si ce métabolisme au niveau hépatique, puisqu'il y a une redistribution des masses sanguines, va être différent. Il y a une toxicité différente. Oui. Donc la question c'était sur voilà, le métabolisme des médicaments, est-ce qu'il est modifié en microgravité par rapport à la situation sur Terre? La question est oui, avec la redistribution des liquides, la redistribution des flux hépatiques, des flux rénaux, modification de la masse grasse, la masse maigre, donc l'espace de diffusion est modifié. Donc il y a eu quelques études qui ont été faites en alitement voilà, sur le paracétamol. De mémoire, donc il n'y a pas de bouleversement, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais, il faut en prendre en compte, mais on n'a pas beaucoup d'éléments et c'est difficile de refaire toute la pharmacopée voilà, en situation de microgravité. Voilà, il faut l'extrapoler au flux sanguin, surtout la modification de la masse grasse, la masse maigre. Enfin, le poids change, donc du coup, il faut peut-être adapter au poids. Il y a des médicaments comme le paracétamol qui ont une toxicité proche des doses thérapeutiques. Bon, on a quand même une petite marge, enfin, voilà, il y a quand même une petite marge thérapeutique. Ouais. C'était fait pour le paracétamol, justement, dans une expérience d'alitement. Il n'y a pas de grand bouleversement, mais c'est des choses auxquelles il faut en tenir compte, effectivement. Messieurs, un petit mot sur vos expériences à chacun. Benoît, je pense à la mission service, éventuellement. Marc-Antoine, à l'expérience biologique menée avec l'espace, avec l'organisation spéciale. Avec les souris. Avec les souris, ok. Oui, donc alors nous actuellement, alors on a fait une assez longue série de vols paraboliques, mais c'est assez compliqué. Enfin, quand même, on est satisfait, mais c'était un peu compliqué de mesurer des états émotionnels, vous voyez, sur des situations très courtes en microgravité. Surtout qu'on a des variations de pression importantes. Mais bon, c'est un bon stresseur, donc ça fonctionne bien. Mais après, l'idée, c'est quand même d'extrapoler ces résultats dans le contexte spatial plus classique de vols spatiaux, longue durée et autres. Donc là, on est passé sur une expérimentation qui a lieu en Russie, donc à Moscou, qui sont des confinements... donc c'est d'actualité, mais ça a commencé bien avant le Covid, de 4 mois, 8 mois et 12 mois. Donc là, on devait commencer le confinement de 8 mois, mais il est décalé de 6 mois compte tenu du Covid. Mais ce sont donc des confinements qui sont basés sur de futures missions lunaires, donc avec des modules organisés, des missions, des tâches vraiment proches de ce qui pourrait se produire sur la Lune. Et donc l'idée, nous, dans ce cadre-là, c'est de mesurer toujours alors deux choses, le stress aigu, hein, donc l'événement qui survient et qui me modifie, qui me démobilise, on va dire, et l'impact que ça a sur mes performances cognitives. Donc on mesure différentes performances exécutives. Et puis l'impact du stress, cette fois plus chronique, celui qui s'installe mais qu'on voit peut-être moins que la réaction, le saut d'humeur qu'on peut avoir face au cours d'une situation de stress aigu. Donc celui qui est plus chronique, qui est plus diffus, mais qui pour autant peut mettre en danger un groupe ou une personne.
Et donc là, on essaye de trouver des moyens de mesure pour le détecter, autres que des moyens invasifs, tels qu'une prise de sang ou des choses comme ça. Donc on essaye par le biais de performances cognitives des personnes, de voir à quel moment ces personnes-là sont en train de décliner, parce que lorsqu'on est soumis à un stress cognitif, un stress chronique, eh bien ça se ressent sur certaines performances cognitives. Et donc on essaye de détecter ça, on retourne un petit peu le système, si vous voulez. Donc voilà les recherches que l'on fait actuellement, mais toujours dans l'idée des futures bases lunaires et des futurs voyages lointains. Et donc là, une expérience à laquelle on a participé, donc c'est avec nos collègues russes. Donc à côté des vols avec des humains, ils font régulièrement des vols bions. Donc c'est des vols avec des animaux dans des petits habitats. Donc c'est dans des satellites autonomes. Donc ils font des vols en général de 1 à 2 mois. L'avantage de ces expériences, c'est qu'on peut étudier des choses qu'on ne peut pas étudier forcément chez l'homme, notamment l'effet des radiations. L'effet des modifications des environnements extérieurs. Ce sont des capsules qui vont beaucoup plus haut que l'ISS, donc sont un petit peu plus exposées aux radiations. Donc il y a pas mal d'études sur les effets néfastes des radiations sur les animaux. Il y avait des souris, il y a des gerbilles, il y a aussi des petits lézards. Donc voilà, ils ont chacun leur petit habitat. Et nous ont demandé de développer un petit système pour mesurer la pression artérielle en continu chez des souris. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas trop d'idées sur la pression artérielle, comment elle était modifiée, et surtout comprendre, en fonction de comment cette pression artérielle est modifiée, quelles conséquences il y a après sur le système cardiovasculaire de la souris, sur la réactivité de la souris quand elle revient après ce petit voyage dans l'espace. Donc voilà, avec le CNES, nous avons demandé de développer un petit appareil, donc c'est des capteurs implantables. Donc on l'a implanté dans les souris qui ont permis de mesurer pendant toute la durée de vol, phase avant-vol, phase après-vol, sur la pression artérielle. Donc là, pour répondre à une question, on a pu faire une manip qui était beaucoup plus contrôlée. C'est-à-dire qu'il y avait en contrôle au sol, dans exactement le même module, mais au sol, donc avec gravité. Et puis il y avait aussi un contrôle dans un vivarium en liberté, où les souris étaient dans une cage plus classique. Donc on a pu comparer l'animal en vol, l'animal dans le même habitat au sol, et l'animal dans un vivarium. Alors, au niveau de la pression artérielle, là encore, il n'y a pas de grands bouleversements. La pression artérielle moyenne et la fréquence cardiaque moyenne, chez les souris et chez l'homme aussi, qu'on peut la mesurer avec des techniques plus classiques, n'est pas bouleversée dans l'espace. Monsieur Bollemont, Monsieur Custeau, on vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Merci également, je le prends comme ça, merci également à notre cher public présentiel pour ces questions, et également à nos internautes de nous avoir suivis. Et on se revoit la semaine prochaine pour les trous noirs. Voilà, donc c'est pas le même sujet, mais c'est toujours en lien avec l'astronomie. Donc nous espérons vous voir aussi nombreux que maintenant. Et puis merci encore à vous, Monsieur Bollemont, Monsieur Custeau, et merci à tout le monde. Il y a également Curiosity, association étudiante. C'est dommage, on peut pas tourner la caméra là. David, allez, t'es président de les... Vas-y. Merci pour ton déplacement. Il y a aussi Curiosity, l'association étudiante que je voulais représenter, puisqu'on les connaît, mais quand même, je ne suis pas toute seule, Terre des Sciences n'est pas seule. Donc, Curiosity également de l'ESEO. Et également Ciel d'Anjou. André, si tu veux venir, parce que la caméra ne peut pas se tourner non plus. Et également André Ségretin, président de Ciel d'Anjou. Donc je voulais remercier également les partenaires pour leur présence. Je pense qu'on peut les applaudir aussi. Merci à tous.